Patrick Hérat. Alors, je sais sur vous que vous êtes président du LEM. C'est une organisation des entreprises du médicament, c'est ça? C'est ça, tout voilà. Et que vous êtes directeur général d'un groupe japonais oui. Qui participe beaucoup à l'innovation sur la recherche des médicaments. Absolument. Est-ce que vous avez l'impression, justement, pour être dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, que c'est la bataille quotidienne du travail que vous menez? Je me reconnais pleinement d'abord dans ce que Madame la directrice générale de l'offre de soins vient de dire. Elle a très bien résumé ce qu'est en réalité la révolution que nous sommes en train de vivre. Nous vivons une révolution technologique sans précédent depuis à peu près 3-4 ans, qui est le fruit à la fois bien sûr des innovations produites par le médicament, mais pas que. Il y a également la révolution technologique, madame, vous l'avez très bien dit, diagnostique, la révolution qui permet aussi d'avoir des dépistages précoces qui changent et qui bouleversent le pronostic des maladies. On a oublié Pierre Tambourin, directeur général du Génopole. Pardonnez-moi, je lui tournais le dos, ce qui n'est pas non, on ne l'a pas appelé. Voilà. Ça, Mais il est très bien élevé parce qu'il n'est pas venu. Ballot. Où est-il, Pierre Tambourin? Où est-il? Ah ben il n'est pas là. Excusez-moi pour cette intrusion alors inélégante. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas grave. Non, pas de problème. C'est pas grave. Continuez. Donc je continue. Donc cette révolution technologique qui permet des diagnostics précoces, des dépistages précoces, une révolution numérique qui effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, ouvre la possibilité à la médecine à distance. Une révolution chirurgicale, la robotique, qui permet aujourd'hui de faire des chirurgies extrêmement rapides et avec des patients qui sortent quasiment le jour même. Tout ça, si vous voulez, me paraît être de nature à interpeller chacun d'entre nous pour dire que ne pas croire que cela va impacter notre système de soins et structurellement notre système de soins, c'est à peu près la même chose que ne pas croire en 1980 à l'essor de l'informatique. C'est à peu près du même niveau. Donc déjà, le déni de certains à dire qu'il n'y a pas de réforme structurelle nécessaire de notre offre de soins liée à ces révolutions est, de mon point de vue, hérétique. Alors, la deuxième chose, c'est comment cette innovation va apporter une transformation. Et je vais essayer d'être très rapide. Je pense qu'il y a des principes de base, et moi je veux délivrer un message d'optimisme et de rassemblement. C'est très à la mode, paraît-il. C'est que d'abord, en France, notre système de soins, notre offre de soins est de bonne qualité, c'est vrai. Mais elle est construite sur un modèle qui est d'après-guerre et qui n'a pas fondamentalement intégré ces révolutions technologiques à ce jour. Il y a indéniablement un changement structurel profond à faire. Ce changement structurel, je ne crois pas que ce soit l'État qui puisse le conduire seul. Et je ne crois pas non plus que ce soit le politique qui, malgré de bonnes volontés, impulsera ces changements tout seul. C'est nous qui ferons ces changements. Et le nous, c'est un nous collectif. On a vécu pendant des années un système qui faisait tout pour nous diviser, tout pour nous opposer, y compris le système comptable à enveloppe fermée qui est fait par des systèmes de rabot pour faire en sorte que ce que l'on prend à Pierre, on le donne à Jacques et réciproquement. Ce système, il doit être cassé pour instruire véritablement une loi programmatique de santé avec des priorités de santé publique et une loi quinquennale de programmation financière de ces révolutions structurelles. Et on doit le faire ensemble, l'hospitalisation privée, l'hospitalisation publique, les médecins, les pharmaciens, les autres professionnels de santé, les industriels du médicament. Ça a été le sens du collectif santé 2017 que nous avons, avec la mine, auquel nous avons participé et qui demande aux candidats de s'engager sur ces réformes structurelles en nous mettant tous dans le changement et dans la décision du changement. Il faut arrêter cette étatisation du changement. Ne voyez, madame, strictement aucun propos dénigrant vis-à-vis de l'État, pour lequel j'ai un profond respect, mais ils ne le feront pas seuls. C'est nous qui serons les acteurs de ce changement structurel et c'est nous qui en ferons le succès. Donc, deux messages très simples. C'est une fantastique opportunité pour votre organisation et pour ton organisation, mon cher Lamine. Je pense qu'il y a une grande opportunité structurelle de notre innovation que nous partageons. C'est notre volonté collective. Et si ce n'est pas nous qui faisons le changement, personne ne le fera à notre place. À mes côtés, merci mille fois, le docteur Éric Henry. Je crois que vous êtes généraliste, nutritionniste. Alors là, on n'est pas dans la fabrication, justement, des médicaments, des molécules. Vous avez mener depuis 2004 énormément d'expériences sur le terrain.
Et j'ai même entendu parler d'une expérience à Belle-Île-en-Mer, c'est vrai? Oui, donc tous les touristes d'ici qui vont à Belle-Île-en-Mer, si vous avez 9 médecins à Belle-Île-en-Mer, ben, c'est une expérimentation URPS Bretagne collée à un modèle que j'avais créé qui s'appelait les médecins volants. Et donc avec une chaîne de médecins et de continentaux, nous avons pendant 6 mois alimenté l'île jour et nuit. Et au bout de 6 mois, nous avons restructuré complètement l'offre. Et ensuite, elle est devenue agréable. Et donc des jeunes sont venus s'installer. Et ça fait partie évidemment non pas de la recherche fondamentale, mais d'une organisation fondamentalement différente. Tout à fait, c'est-à-dire que la médecine, elle avance à la fois grâce à des techniques modernes et nouvelles, et heureusement que vous êtes là pour les fabriquer et nous pour les utiliser. Mais au-delà de ça, c'est l'organisation qu'il faut repenser. Et avec une organisation beaucoup plus efficace et qui fait plaisir aux soignants, elle fait plaisir aux patients, et les patients se sentent sur leur territoire protégés, parce que quand des libéraux se lèvent et disent je vais prendre la permanence de soins des nuits, et vous inquiétez pas, vous pourrez dormir tranquille, on sera toujours là. Ils disent waouh, c'est quand même la classe chez nous. Et quand de jour on commence à leur apporter la même chose parce qu'on vient de créer sur le même territoire une plateforme territoriale d'appui libérale à 80 € par jour, hein, par mois, je vous le donne, ça ne coûte que 80 € par mois. Donc mettez-vous tous à en créer. Eh bien, les patients sur un territoire se disent de jour aussi, je peux avoir un contact avec quelqu'un quand plus personne ne me parle. Oui, vous appelez la plateforme et on vous trouvera la solution à vos problèmes. Voilà. Mais le lien qui existe entre justement Madame et vous, est-ce que vous avez l'impression, pardon d'avoir enlevé le micro, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un lien direct, c'est-à-dire entre l'institution française, les grands labos et justement vous sur le terrain à Belle-Île entre Sauzon et Palais? Est-ce que vous avez l'impression que ce lien il existe ou est-ce que c'est 3 mondes séparés? Non, c'est pas 3 mondes qui se séparent, c'est justement là pour ça que je suis là, c'est parce que moi j'espère représenter la base. Et la base, pour moi, c'est le médecin dans son cabinet, l'infirmier dans son cabinet, le kiné dans son cabinet. Et ces gens-là, on en marre d'entendre dire que depuis des années, ils n'étaient pas organisés. Ce message-là, ils ne veulent plus l'entendre parce qu'il manque de respect sur 40 années de médecine qui ont fait la grandeur de notre métier. Et ces gens-là se parlent au téléphone, bouffent. Et les labos avaient un intérêt, je suis désolé, un super intérêt, c'est qu'ils nous organisaient des soirées dans les territoires. Et c'était le seul endroit où on pouvait faire de la coopération et de la coordination entre confrères. Eh bien, ces choses-là ayant disparu, il n'y a plus d'endroit où l'on peut se réunir autour d'une table pour manger et parler de médecine de notre territoire. C'est très dommageable, c'est-à-dire d'avoir fait ça sur un dogme. C'est-à-dire que les labos, moi, dans tous les projets que j'ai montés, les labos m'ont toujours aidé. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'ai sonné à la porte de l'État, ou pas de l'État, mais des ARS pour avoir, ils m'ont dit montez votre truc et si ça marche, on reviendra vers vous. Et à chaque fois que j'ai appelé labo, je lui ai dit maintenant tu nous fais un repas midi avec les 13 mecs du territoire et on va discuter ensemble. Ils ont tous tout de suite dit oui, et ça a permis de lancer la dynamique. Eh bien, moi, je remercie les labos, parce qu'à chaque fois, à la maison de garde, c'était grâce à eux. Le FBI Santé, Fédération Bretonne Interprofessionnelle de Santé, c'était grâce à eux. Et la plateforme territoriale d'appui, c'est encore grâce à eux. Et soins pour les professionnels de santé, dont vous avez vu dans la presse qu'on a sorti un numéro d'appel pour tous les professionnels de France, qu'ils soient libéraux hospitaliers, pour qu'ils puissent se faire prendre en charge par le burn-out, dans le burn-out, l'addiction et la prévention du suicidaire. Eh bien, je suis désolé, mais encore à nos côtés, il y a des labos, et sans eux, la dynamique n'aurait pas pu exister. Donc les labos ont une place énorme, rien qu'en dynamique de modification des comportements dans les territoires. Ça a complètement changé. Je vais vous raconter une histoire. Il se trouve que j'avais beaucoup remarqué dans votre histoire personnelle cette affaire de Belle-Île-en-Mer. Mon père a été poignardé à Belle-Île-en-Mer. Ah bon ? Il a été poignardé au large de Belle-Île-en-Mer et par un dingue complètement ivre qui a fini dans une maison. L'hôpital de Belle-Île-en-Mer, c'est une catastrophe. Et donc, il est rentré à Paris, conduit par ma mère dans les années 60. Couteau dans le dos ? Avec non pas un couteau dans le dos, mais le type lui avait bousillé le nerf sciatique. Donc il a fallu, et il a 96 ans aujourd'hui, donc vous voyez, ça, on peut résister, mais il a toujours une jambe folle, et donc on imagine, on est au milieu des années 60, on prend un coup de couteau dans l'après-midi, il faut rentrer à Paris pour espérer s'en sortir, alors que grâce aux organisations que vous avez montées, il aurait pu être soigné sur place et peut-être à l'hôpital. Non, globalement. Ou alors il aurait été à Quiberon. Dans le système c'est-à-dire qu'on avait mis en place, c'est que les médecins ne sortaient pas de l'hôpital et les infirmiers hospitaliers sont formés aux pompiers et aux premiers gestes d'urgence. Donc ils gèrent sur le territoire, un peu comme les Américains. Ensuite, ils ramènent le patient à l'hôpital. Il est bilanté par le médecin de l'hôpital en lien avec le SAMU. Et dans ces cas-là, on déclenche un hélicoptère et dans l'heure, il est rendu à Vannes pour être opéré. Donc voilà la thématique. Je rappelle que vous faites la médecine à Auray, c'est ça ? Oui, Auray. Ouais. Exactement. Jean-Yves Fouriat, vous représentez pour nous aujourd'hui donc les pharmaciens. J'aimerais savoir dans quel registre justement l'innovation va jusqu'aux officines, parce que c'est important pour nous. Tout à fait. En fait, l'ordre des pharmaciens qu'on imagine souvent en fait comme étant un endroit où on inscrit des pharmaciens et on pense aussi aux disciplinaires, en fait, s'inscrit aussi dans l'innovation. Et tout en particulier en ayant mis à disposition des professionnels
et largement des officinaux, le dossier pharmaceutique. Le dossier pharmaceutique patient permet de mieux coordonner les actions entre pharmaciens d'officine, mais aujourd'hui, ça dépasse largement ce niveau-là. Depuis un certain temps, le DP patient, comme on l'appelle, était réservé à certains médicaments, à certains professionnels médecins des établissements de soins, les réanimateurs, les urgentistes et les gériatres dans le cadre d'une expérimentation, mais nous sommes dans l'attente du texte qui va permettre que tous les médecins des établissements de soins vont pouvoir également consulter le dossier pharmaceutique. Est-ce que vous considérez, puisqu'on en a parlé ce matin et qu'il faut qu'il y ait toujours un lien entre les différentes tables rondes, qu'à un moment ou à un autre, inexorablement, il faudra qu'on arrive à un système qui n'est pas celui de la boîte, mais celui de la gélule ou du nombre précis de médicaments? Si on ne vous donne pas une boîte de Mopral, on vous donne 4 Mopral, on ne vous donne pas 14 boîtes d'Augmentin, on vous donne 3 Augmentins, etc., etc. Est-ce que d'après vous, c'est inexorable? Ou est-ce que ce n'est pas du tout le cas et ça ne le sera jamais en France? Écoutez, là, je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question étant un hospitalier. Oui, donc j'ai des difficultés. Ça vous concerne directement. Mais ça me concerne en effet directement. Ce n'est pas le choix, en tout cas, qui a été fait par la France pour la délivrance des médicaments, en tout cas à ce jour. Et vous considérez que ça ne sera jamais le cas? Je ne sais pas, vous avez le droit de... Je pense que dans certaines circonstances, et notamment depuis l'instauration très récente du décret sur la dispensation des médicaments en ville, pour certaines institutions, il y a des choses qui se font un peu différemment. Frédéric, puis-je vous poser une question? Vous représentez les patients d'une certaine manière pour nous. D'une certaine manière. Oui, ici. Alors, il faut rappeler, donc vous êtes président de Bipatiente, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est une organisation qui vient du monde des diabétiques, si j'avais compris. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ça, expliquez-nous. Non. Alors, je ne suis pas une représentation, je ne suis pas une association. Ouais. Je suis un industriel du secteur de la e-santé qui a été évoqué précédemment. Donc, je suis un dirigeant fondateur de start-up, comme on dit, qui est française malgré le nom anglo-saxon. Voilà, le métier de bipatient et l'originalité qui est à la fois une idée simple mais forte, c'est en effet de mettre le patient au cœur du dispositif de santé et de capitaliser sur en effet le digital, la digitalisation pour revoir les process. Donc je reprends tout ce. Mais via les applications, via une application, via une plateforme et via des applications mobiles. L'objectif, c'est de fournir aux patients des compagnons digitaux, des applications, des programmes personnalisés, thématisés autour de leur maladie, lors des événements qui leur font passer à l'hôpital ou en clinique, ou lors de la gestion de leur maladie chronique, et de les amener via un dossier patient, la gestion de scores, donc d'algorithmie décisionnelle, de l'intégration de ce qu'on appelle les outils connectés, les capteurs, de l'éducation, du réseau social, donc de tout ce qui fait la digitalisation. Et tout ça est dans le mobile? Tout ça est dans le mobile du patient. Et tout ça est dans le mobile des professionnels de santé qui sont autour du patient. Ouais. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, envisager, parce que c'est déjà le cas pour certains trucs, c'est-à-dire, puisque ça revient un peu à ce qui se passe à Belle-Île, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, un iPhone ou un Samsung qui est une sorte d'alerte permanente qui va directement donner des renseignements au docteur Henry? Je pense que c'est justement la richesse. C'est que les données sont issues du quotidien du patient, de la vraie vie, qu'elles peuvent être en effet collectées. Avec l'alerte? Avec alerte, si le patient l'accepte et s'il décide d'être connecté avec des professionnels de santé qui sont ses médecins référents, qui peuvent être ses infirmiers, ses sages-femmes, ses pharmaciens, des plateformes de soutien psychologique, des nutritionnistes, des coachs sportifs. Toute la santé. Toute la santé qui est active autour donc du de patient. Le portable qui est ici, on peut avoir un électrogramme, par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Jean Lenetti, qui est cardiologue de la cardiologie, on peut avoir un portable qui est une sorte de, comment peut-on dire, d'électrocardiogramme permanent, en liaison avec son médecin. En liaison avec un capteur. Donc nous, par exemple, on intègre des patchs, c'est gros comme un pansement, et qui, dans des phases de dite surveillance active, on ne va pas porter ce patch, mais dans le cadre notamment de la maladie que vous avez évoquée, on a justement des patients qui, avant
d'avoir une ablation, on leur met un patch et donc leurs médecins, rythmologues, peuvent les surveiller avec leur ECG, leur rythme cardiaque, leur fréquence respiratoire et d'autres paramètres comme leur activité, leur posture. Et quelle est la limite de ce genre, du domaine d'activité? Parce que là, c'est assez mécanique finalement, ce qu'on vient d'évoquer, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus sophistiquées et qui sont reliables au fond à de la recherche fondamentale comme celle que pratiquent les industriels, ou plutôt l'industriel qui est à ma droite? Je pense que ce qui est en train de révolutionner les choses, c'est en effet que les datas qui sont issues de la vraie vie, issues du patient et des soignants, sont une richesse phénoménale qui n'existait pas auparavant et qui représente une opportunité. Alors elle peut être détournée, on l'a évoqué avec le GAFA et avec les notions d'opportunité, menace et notamment de l'éthique, mais si elles sont drivées par les patients et par les professionnels de santé et par les chercheurs, donc nous on construit des consortiums en fait, tripartites, qui vont permettre en faire une opération gagnant-gagnante. Le patient il participe à la recherche, mais il la comprend parce qu'on l'éduque, parce qu'on l'informe, parce qu'on l'implique, parce qu'on le fait jouer. Et c'est secure. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes avec le paiement en ligne. Alors est-ce que par exemple, moi j'ai ça sur moi, on a tous ça sur nous, est-ce que c'est... On essaye d'être en ligne avec les réglementations nationales et internationales. Donc sécurisé. De sécurité des transferts, d'encryptage, de sécurité de l'archivage. Et ça, on le fait au niveau mondial. Donc on est par contre dans un environnement qui est encore hétérogène. Les règles ne sont pas les mêmes en France, en Australie, aux États-Unis. Je voudrais vous poser une question effectivement concernant le groupe que vous représentez. Je ne parle pas du groupe lui-même, mais quel est, dans les années qui viennent, l'objectif en termes de recherche fondamentale qui est le plus central pour améliorer la santé dans le monde entier? Alors, je crois qu'il y en a... On va prendre deux exemples qui, à mon avis, sont emblématiques parce qu'ils sont présents. C'est pas une question de... Vous voyez, je ne vais pas faire rêver à 50 ans. Je vais vous dire ce qui va se passer dans les 2-3 ans qui viennent. Le premier, c'est indéniablement l'émergence des biomédicaments, c'est-à-dire des médicaments issus du vivant, ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux, qui sont en train de révolutionner les thérapies contre le cancer. Les anticorps monoclonaux. D'accord. Alors, c'est un truc très simple, en fait, même si c'est très compliqué. Ce sont des clés qui viennent se mettre dans une serrure. Et la serrure, c'est ni plus ni moins des récepteurs qui sont à la surface des cellules cancéreuses, qui sont des récepteurs anormaux. Et lorsque vous trouvez la clé qui rentre dans cette cellule, ça empêche certains signaux de s'émettre dans cette cellule. Et par exemple, ça l'empêche de diffuser, de métastaser, comme on dit. Et ces nouveaux médicaments permettent de changer drastiquement le pronostic de maladies cancéreuses qui, aujourd'hui, soit sont incurables, hélas, soit ont un pronostic relativement sombre. Mais c'est prévention ou soin ? Alors, c'est du soin, mais alors c'est du soin, et ça fait lien avec ce que monsieur disait, c'est-à-dire que c'est du soin qui est accompagné par d'autres technologies, puisque en réalité, pour savoir si vous allez être récepteur, enfin si vous avez ces récepteurs et si vous êtes répondeur à ces traitements, aujourd'hui, il faut décoder plutôt le génome de cette cellule cancéreuse, et donc on fait ce qu'on appelle des biomarqueurs compagnons, c'est-à-dire on teste la nature même de la cellule pour savoir si le médicament que je vais vous donner vous convient. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de la médecine personnalisée. Et ça, c'est 2 ans. Ça, c'est déjà aujourd'hui. C'est ce qu'on a avec le mélanome, le traitement contre le mélanome et contre le cancer bronchique, qui viennent juste d'avoir leurs AMN. Donc, et c'est déjà chez nos amis pharmaciens ? Pardon ? Ça, c'est des médicaments qui, pour le moment, sont des médicaments réservés à l'usage hospitalier parce qu'ils répondent à des protocoles d'administration qui sont assez complexes. D'accord. Et dans combien de temps dans les pharmacies Les pharmacies, c'est différent parce que l'innovation pour la médecine de ville, c'est pas la même innovation. D'accord. Ce sont des innovations qui sont plus de masse, qui sont sur des médecines, je dirais, qui touchent des maladies fréquentes et des maladies usuelles, celles que l'on va soigner en ville. Et là, on a, il faut le dire, aujourd'hui, quand même une pharmacopée qui soigne l'essentiel de ce que l'on peut avoir, entre guillemets, tous les jours. Mais il y a notamment dans le domaine du système nerveux central et dans le domaine de la rhumatologie, des médicaments qui, demain, là, vont se retrouver dans les officines et qui sont des médicaments technologiques. Pardon d'accélérer le rythme, mais vous m'avez dit 2.
Alors, le premier, c'est l'exemple des anticorps monoclonaux, je crois, qui est caractéristique. Le deuxième que je voudrais prendre, c'est en rhumatologie, qui est également quelque chose qui existe déjà, qui a transformé le pronostic de la polyarthrite rhumatoïde. Vous connaissez certainement, Guillaume, cette maladie qui déforme... Pas tout de suite, je ne suis pas pressé. Non, mais vous l'avez peut-être entendu parler. Oui, c'est ça que je voulais dire. De toute façon, je vous aurais fait le diagnostic. Étant médecin, je vois bien que vous ne l'avez pas. Mais le diagnostic, si vous voulez, c'est une maladie qui est une maladie rhumatismale, inflammatoire, qui est extrêmement invalidante, qu'aujourd'hui on sait soigner également par des médicaments qui ont transformé le pronostic de cette maladie, le pronostic fonctionnel. Je voudrais vous donner un élément majeur, c'est une étude que nous avons conduite au LEM, qui montre que l'avènement de ces médicaments a diminué en Allemagne de près de 10% le nombre de lits nécessaires dans les structures qui hospitalisaient ces malades en rhumatologie. Donc c'est pour prendre cet exemple pour vous montrer que toute innovation a un impact structurel et que ne pas prévoir cet impact structurel, que ce soit dans l'hospitalisation publique ou privée, est à mon avis quelque chose qui est non pas une erreur, mais un ratage d'opportunité. Parce qu'en dégageant cela, on peut créer d'autres innovations dans le cadre de l'hospitalisation. Ça, c'est vraiment le message que je veux délivrer, c'est un message positif. C'est que nous avons une chance extraordinaire, et je crois que c'est une chance que peut saisir en plus l'hospitalisation privée qui est dans ce modèle-là, c'est d'utiliser un peu dans le modèle schumpeterien, c'est-à-dire on détruit de la valeur pour en créer de l'autre. Et il faut absolument prendre cette opportunité-là à travers notamment le médicament et le médicament innovant. J'ai une dernière question à vous poser, on cloturera cette table ronde. Tout à l'heure, on évoquait donc avec notre précédente invitée la puissance phénoménale des grands industriels de l'Ouest des États-Unis. Est-ce que vous êtes vous êtes français, mais vous travaillez avec les Japonais. Est-ce que vous avez le sentiment, c'était une question que se posent beaucoup de gens, qu'on est au bord d'une certaine forme de vassalité, ou est-ce que c'est pas du tout l'avenir qui nous est réservé ? S'ils arrivent à installer ou à investir tellement d'argent. Non, mais je crois que la DGOS a très bien répondu à cette question. C'est-à-dire que ce à quoi vous faites allusion, Guillaume, c'est surtout les investissements faits par effectivement des grands providers de data, comme effectivement Google Healthcare et autres, qui, eux, ne cherchent pas exactement à faire du médicament. Ils cherchent à colliger de la donnée pour essayer d'améliorer la connaissance de l'usage des soins dans la vraie vie et partager ces données pour améliorer finalement la performance du soin, ce qui est un peu différent. La recherche reste à l'industrie, reste partagée entre la recherche publique et la recherche privée, et c'est surtout une recherche qui est de plus en plus ciblée et qui, heureusement, appartient à des groupes pharmaceutiques et des centres de recherche qui ont une certaine puissance financière, parce que si nous ne l'avions pas, vous n'auriez pas les innovations d'aujourd'hui. Elles ne seraient pas là aujourd'hui au moment où on se parle. C'est par ces investissements qui ont été faits il y a 10 ans, Guillaume, il y a 10 ans, il faut 10 ans pour produire le résultat d'un investissement, qu'aujourd'hui on peut se féliciter d'avoir changé le pronostic de certaines maladies et que nos enfants, les vôtres, les miens, auront peut-être la chance de guérir de maladies qui aujourd'hui malheureusement ont un pronostic sombre. Sont tragiques. Merci d'être venus donc tous les trois sur cette affaire. Nous allons donc, je vous rappelle le déroulement donc de cette fin d'après-midi. Tout à l'heure, c'est Robin Rivaton, c'est dans un instant, qui est à la fois économiste, lycéiste et dont les livres connaissent un très grand succès, qui est un jeune homme qui a fait Sciences Po et le SCP et qui a écrit donc des livres particulièrement intéressants, qui va nous parler donc de la sincérité des comptes, de la transparence du système. On va revenir un peu aux interrogations de ce matin et ce sera l'objet de notre dernière table ronde. Nous parlerons d'éthique avec Jean-Louis Bianco et on recevra donc le secrétaire général des Républicains dans un instant, Bernard Accoyer, qui, vous le savez, a été donc président de l'Assemblée nationale. Merci mille fois, merci à tous les trois.